De nouveau, bienvenue dans ce webinaire du CRIP et d'NTT Data. Le sujet du jour, vous le voyez à l'écran, un webinaire sur l'IOPS avec un partage des bonnes pratiques et prérequis pour optimiser vos opérations. Pour aborder ce sujet, je suis aujourd'hui avec Anis et Oumia qui vont vous présenter ce sujet. N'hésitez pas à utiliser le chat tout au long de la session pour y inscrire vos remarques et vos questions. Et Anis, je vous laisse la parole. Merci Lucie, bonjour à tous. Je m'appelle Anis Bouziri. J'ai à peu près une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine des réseaux télécoms et des sujets du cloud, principalement dans des rôles d'avant-vente et plus récemment dans un rôle de cloud sales spécialiste chez NTT Data. Et je serai accompagné pour ce webinaire de Oumia. Oui, bonjour à tous. Oumia Sabaouni, consultante en solutions data IA chez NTT Data. 7 ans d'expérience en fait en data science et machine learning appliqué, de la modélisation jusqu'à la mise en prod. Mon rôle aujourd'hui consiste à concevoir des architectures systèmes et déployer des solutions IA, du design jusqu'au déploiement. Parfait. Mais écoute, je vous propose de démarrer déjà par l'agenda. Alors, qu'est-ce qu'on va vous présenter aujourd'hui et qu'est-ce que vous pouvez attendre? D'abord, une première partie d'introduction avec recadrer les définitions et surtout pourquoi est-ce que l'AIOps maintenant, c'est le bon moment. Ce que vous attendez, hein, évidemment, on va passer du temps sur la partie 2, les cas d'usage et les bénéfices que vous pouvez en attendre. Ensuite, Mia expliquera en quoi ce sujet va impacter votre organisation, vos équipes, les compétences et votre structuration d'équipe dans votre organisation. Les prérequis indispensables, surtout. Et enfin, comment engager, quelques retours et quelques approches possibles sur les différentes façons d'engager sur ce sujet des IAOps. Alors, tout d'abord, de quoi on parle? Qu'est-ce que les IAOps? Donc une première définition, donc le Gartner définit les IAOps selon 3 volets. D'abord, un volet de monitoring et d'observabilité, qui est la fondation nécessaire pour faire de l'AIOps. 2, une fois qu'on a observé et collecté des informations sur le volet, ce qu'ils appellent engage, donc c'est la génération d'incidents dans votre ITSM, mais aussi de change. Et enfin, la troisième partie, act, c'est là où on va finalement adresser ces événements, ces incidents et les résoudre de façon automatisée. Donc c'est ce triptyque qui aujourd'hui, grâce à l'IA, au machine learning, à la big data, peut aujourd'hui être plus ou moins automatisé dans un niveau bien supérieur à ce qu'on avait précédemment. Et c'est ce qu'on définit aujourd'hui par AIOps. Alors, qui fait aujourd'hui de l'AIOps? Comme on peut le voir sur ce slide, finalement, tout le monde aujourd'hui annonce faire de l'AIOps ou intégrer de l'AIOps dans ses solutions. Que ce soit des éditeurs de logiciels, des gens comme Splunk, Grafana, Logic Monitor, des hyperscalers, des constructeurs, on voit HPE, IBM et des acteurs de l'ITSM. Donc, on a vraiment aujourd'hui tous les acteurs qui annoncent faire de l'AIOps. Donc, ce n'est pas du tout un sujet nouveau. C'est encore moins un sujet nouveau puisqu'on voit que déjà, dès les années 70, on parlait déjà de statistiques, de défauts, d'automatiser des corrections, détection d'anomalies, de reconnaître des patterns dans les années 2000. Donc l'AIOps, finalement, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Et aujourd'hui, on ne va rien inventer en termes d'usage. Pour autant, c'est aujourd'hui le bon moment d'investir sur ce sujet. Et si on va sur le slide suivant, on va voir que dans les 4 à 5 prochaines années, il va y avoir une explosion finalement de ce sujet AIOps. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'IA amène des nouvelles capacités, des capacités qui vont rendre les résultats beaucoup plus tangibles, des business cases beaucoup plus positifs et finalement un retour sur investissement et des fonctionnalités qui vont vraiment rendre des résultats beaucoup plus probants que ce qu'on pouvait avoir par avant. Donc on voit ici qu'on va faire plus que x4 d'ici à 2034 sur ce sujet d'AIOps. Donc investir aujourd'hui dans ce sujet, c'est quelque chose qui va finalement vous apporter beaucoup plus de résultats que c'était le cas il y a 3 ou 5 ans.
Alors, quelles sont les différentes étapes et comment on va augmenter en termes de maturité? On va démarrer historiquement par des choses qui étaient intégralement faites de façon humaine et manuelle, intégrer progressivement de l'automatisation pour les sujets les plus simples, se faire augmenter par des copilotes ou par de l'IA qui va venir nous aider à être plus productifs, jusqu'enfin à arriver sur des notions qu'on appelle de dark ops ou de net ops dans le sujet de dark knock dans le sujet network, où on va être sur quelque chose qui est complètement autonome, où on va tendre vers une autonomie complète de ces gestions d'événements et d'incidents dans nos réseaux. Ça va être la direction vers laquelle on va aller. Alors, rentrons tout de suite finalement dans les cas d'usage. Et pour donner des exemples concrets, on a listé ici en haut à gauche, finalement, quel sujet peut vous amener l'IA et quelles activités peuvent être aujourd'hui aidées, voire remplacées par de l'IA. Donc, je vais passer un petit peu de temps sur ces use cases-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans le chat, on y reviendra sur la fin. Donc, on démarre déjà par des choses très basiques comme des contrôles, des health checks récurrents qui peuvent être quotidiens ou qui peuvent être beaucoup plus fréquents. Et le gros sujet, ça va être de la détection d'anomalies et ce qu'on a appelé ici Event Storm Correlation. Donc, c'est de corréler finalement un très gros volume d'événements pour pouvoir les rapprocher ensemble, établir des dépendances et les clusteriser. Donc ça va être vraiment le gros du sujet sur lequel l'IA va pouvoir nous aider à réduire drastiquement le bruit, à réduire drastiquement les volumes pour pouvoir finalement se concentrer sur uniquement les choses qui ne sont pas connues ou qui sont plus complexes. Donc cette partie-là, c'est vraiment le plus gros des sujets, on va dire, si on devait en retenir un, qui va alléger la charge dans vos équipes. Après, attendre des événements, les traiter, c'est une approche, mais il y a aussi donc, ce qu'on a appelé config drift detection. Donc c'est une approche qui est un petit peu différente que d'attendre des événements, de les analyser et de les traiter. Là, ce qu'on va faire, on va avoir un desire state, donc c'est un état désiré de configuration. Donc vous avez votre configuration type qui est ce que vous souhaitez avoir dans votre réseau ou dans votre infrastructure ou dans votre IT ou au niveau de votre parc applicatif. Et vous allez comparer ça à ce qui est observé en réalité sur le terrain et détecter des écarts et agir en fonction de ça. Soit déclencher un incident, une alerte, soit automatiquement rectifier et remettre en l'état. Ça, c'est une approche qui est en parallèle de finalement la détection d'anomalies et de la résolution. Et Oumnia pourra creuser un petit peu plus sur cette approche qui va venir apporter beaucoup de proactivité finalement, puisqu'on va intervenir avant même que l'incident n'ait été déclenché ou qu'il ne soit survenu. Ensuite, il y a un autre use case, c'est évidemment pour les services desk, c'est toute la partie bot pour finalement directement prendre en charge des demandes ou des incidents utilisateurs. L'IA va nous aider aussi à faire du diagnostic et du troubleshooting, soit en directement analysant les événements qu'il y a eu et comprendre la cause et résoudre, soit en aidant finalement l'ingénieur qui est en train de travailler sur l'incident et en lui suggérant finalement l'incident peut être dû à tel ou tel sujet ou à telle maintenance qui a eu lieu ce matin ou etc. Similarity Search, c'est encore le même sujet. C'est moi, je suis un ingénieur, je travaille sur un incident. Et pendant que je travaille, on va me dire, attention, cet incident, il ressemble beaucoup à tel autre incident qui a eu le mois dernier ou à tel autre incident qui est en cours en ce moment à telle autre partie de la planète, etc. Enfin, sur la fin du cycle, la problem management, la génération de RCA automatique et synthétiser des tickets. Donc là, on a listé tout un tas de use cases sur lesquels l'IA peut nous aider. Et Oumnia va expliquer après, finalement, quelle IA va pouvoir aider sur quel type de use case. Puisqu'on ne va pas déployer des agents systématiquement. Il y a des sujets très basiques qui vont être adressés par des choses très simples d'automatisation et d'autres plus complexes. Et c'est quelque chose qu'Oumnia va nous expliquer après. Si on avance sur le point suivant, l'IA, au-delà du run et de la gestion d'incidents, va nous aider aussi à accélérer nos projets. Ce n'est pas là-dessus qu'on fait le focus aujourd'hui. Mais typiquement, quand vous changez d'infogérant et qu'il y a une transition à faire, une découverte de votre CMDB, du knowledge transfer avec le précédent, des activités de conseil aussi, donc toutes ces activités-là vont être fortement aidées par l'IA. Qu'est-ce que ça change pour vous? C'est finalement que les projets qui finalement étaient coûteux avant, typiquement des sorties de VMware, des move to cloud, de la modernisation d'applications,
grâce à l'IA aujourd'hui, on arrive à trouver un ROI beaucoup plus facilement sur ces projets-là, puisqu'on est beaucoup plus efficace et donc moins coûteux. Et donc, on peut reconsidérer aujourd'hui certains projets qui, avant, finalement, avaient du mal à passer en termes de ROI. Un autre volet, si on passe au point suivant, c'est évidemment la cybersécurité. Donc, la cybersécurité aujourd'hui, c'est un sujet qui concerne tout le monde et qui génère un flot énorme d'événements sur lesquels, humainement, il n'est pas possible de suivre et d'analyser tout et sur lesquels l'IA nous aide énormément. En complément, on va aussi sur des sujets de gestion de fin de cycle de vie, d'end of life, de vulnerability assessment. L'IA va aussi permettre de faire ces analyses et de nous aider à être beaucoup plus efficaces. Enfin, dernier point sur la partie qualité, donc enrichir notre CMDB, documentation automatique, knowledge base mise à jour automatiquement lorsqu'on clôt un incident. Donc toute cette partie documentation, gestion de la base de connaissances est aussi fortement augmentée par l'IA. Donc voilà les 4 grands sujets, sachant que le premier, en haut à gauche, est vraiment le sujet, on va dire, le plus apparent pour réduire le volume finalement de charges dans vos équipes IT qui gèrent vos incidents. Qu'est-ce qu'on va attendre finalement comme résultat? Donc c'est des taux de réduction de bruit, comme on l'a dit, qui peuvent atteindre jusqu'à 80%, voire plus dans certains cas. Réduire le temps finalement de détection, de diagnostic et le temps de résolution. Et ça, c'est ce qui va avoir un bénéfice direct côté business. Enfin, on va être plus proactif avec des prédictions grâce au machine learning qui vont nous permettre, en amont de la survenance d'événements, d'incidents, de pouvoir intervenir. Et enfin, une fois qu'on a malheureusement subi l'incident, ça va nous aider à détecter la root cause beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus pertinente. Alors, comme je le disais tout à l'heure, est-ce qu'on va être sur une IA qui va finalement nous accompagner et nous aider à être plus productifs? Est-ce que ça va être une IA qui va prendre directement en charge certaines des activités? Je propose de te laisser la main, Oumia, pour nous expliquer finalement quels sont les types d'IA à notre disposition et quand utiliser finalement quelle approche. Oui, merci Anis. Merci aussi de nous avoir expliqué et nous permettre de voir aussi les KPIs, les bénéfices, les objectifs, ce que les IOPS finalement, ce que ça apporte, ce que ça promet. Et donc, la question qui vient naturellement, c'est comme ce que tu disais, mais avec quel type d'IA on adresse quel use case? Et c'est là qu'il faut être un peu précis parce qu'il y a une confusion qu'on entend souvent. En fait, on dit AIOps comme si c'était une seule chose, mais en réalité, 4 niveaux très différents et tous, en fait, ne nécessitent pas la même maturité ni le même investissement. Si on commence par la base, c'est important de le dire, l'automatisation, en fait, ça ne nécessite pas d'IA. C'est déterministe. Si cet événement arrive, exécute ce script, même input, même output, donc à chaque fois. Un runbook automatisé, tout simplement, c'est ça, simple et fiable. Et c'est souvent là que se trouve en fait la première opportunité de valeur, quelle que soit la maturité de départ. Ça, c'est le tiers ou le level 1. Le level 2, c'est tout ce qui relève du machine learning, deep learning, donc réseaux neuronaux. Donc le ML, ici, il va apprendre des données historiques. Donc il détecte des patterns qu'un humain ne pourrait pas voir dans des millions d'événements par jour. Et on peut nommer des use cases comme la reconnaissance de patterns, la corrélation d'alertes, la détection d'anomalies, comme Scanis en fait nous a montré tout à l'heure. Et c'est un peu la couche en fait analytique. La GenIA, l'IA générative, donc, elle comprend et elle explique. Donnez-lui les logs, les métriques, l'historique des incidents. Donc, elle produit en fait un résumé en NL ou en langage naturel et elle suggère en fait des causes, aide à rédiger des post-mortem. Et c'est l'expert en fait qui lit la situation, mais il n'agit pas seul en fait. Et l'agentique. Donc, l'IA agentique, c'est le changement de paradigme. C'est ce dont on parle en fait récemment. Et l'agent ici observe, raisonne, planifie et agit. Donc, il a une mémoire, il a accès à des tools, il peut relancer un service, il peut mettre à jour un ticket, il peut exécuter un runbook. Il est orienté objectif et ici, c'est comme si c'était en fait le technicien autonome. Très, très bien. Une fois ceci dit, donc on commence toujours par la base et je rappelle donc un point important. Donc
ce niveau ne nécessite pas d'IA. Donc, le premier exemple, par exemple, c'est ce qu'on appelle le runbook automation, donc, ou automatisation des procédures en fait d'exploitation. Concrètement, quand un service tombe, donc une séquence se déclenche toute seule et la séquence, en fait, elle va être comme suit, donc la vérification, le redémarrage et puis le ticket qui est ouvert. Donc, 0 intervention humaine ici pour les 80% en fait des cas standards. Deuxième use case, la config compliance checks, la configuration de conformité des configs. Donc, à chaque modification de config ici, un script vérifie automatiquement que tout respecte les politiques en fait, de l'entreprise avant même que ça parte en production. Donc, pas d'IA, juste de l'automatisation qui est bien faite. Et c'est déjà en fait 40 à 60% de la valeur AIOps totale. On passe à la couche suivante, là où le machine learning ou le DL, donc quand on parle de time series, de réseaux neuronaux, etc. Donc ici, c'est là où le machine learning en fait entre en jeu et où les données commencent à parler. Donc c'est là que se trouvent la plupart des organisations aujourd'hui. Un use case, comme Anis le citait tout à l'heure, le Event Storm Correlation. Donc on imagine en fait un événement majeur qui va générer 300 alertes d'un coup. Donc le ML, qu'est-ce qu'il va faire? Ou le machine learning, en fait, il va corréler, il va corréler ces événements, il va identifier la cause racine commune et il va remonter trois incidents qualifiés. Donc le niveau 2, ou le technicien ou l'ingénieur niveau 2 donc, ne voit plus le bruit. Un autre use case, ça va être le auto-RCA ou l'analyse automatique de la cause racine. Donc, sur la base de l'historique des incidents, le modèle suggère la cause probable avec un score de confiance. Et donc, en 2 minutes au lieu de 25. C'est un peu la réduction du KPI MTTR, donc le Mean Time to Resolution, et la plus directe qui soit en fait ici. Et un autre use case aussi, ça peut être la capacity prediction ou la prédiction de capacité. C'est le modèle en fait qui va analyser les tendances de consommation, CPU, mémoire, stockage et prédit à quel moment en fait un seuil critique sera atteint. Donc pas dans 10 minutes, pas dans 3 jours. Donc l'équipe en fait provisionne avant la panne et pas après. Au niveau 3, on change un peu d'interface. Donc, l'IA ne détecte plus, elle comprend et elle explique. C'est là qu'arrivent les LLM, donc les grands modèles. Un use case, comme Anis le citait bien tout à l'heure, c'est par exemple un bot ou un ticket summarizer, donc un résumé automatique de tickets. Le ticket arrive avec 40 messages de contexte et le LLM, ce qu'il va faire, c'est qu'il va produire un résumé en 5 lignes avec la priorité, les symptômes, les tentatives précédentes. Donc, le niveau L2, il va démarrer directement à la bonne question. Un autre use case possible qu'on peut implémenter avec cette couche, c'est un assistant IT Ops. Donc, l'ingénieur ici, où on peut tout simplement taper donne-moi le statut du service paiement depuis 30 minutes et on va recevoir instantanément un résumé, donc en langage naturel, bien évidemment, avec les métriques clés sans ouvrir en fait le dashboard et sans le défiler. Donc, simple, mais c'est souvent ce qui fait la vraie différence en fait au quotidien. Et enfin, l'agentique, donc l'IA agentique, c'est la couche qui fait le plus parler en ce moment et pour cause. On a, d'après des études aujourd'hui, 62% des organisations qui expérimentent déjà avec des agents IA, mais dans une fonction métier donné, moins de 10% en fait les déploient vraiment à l'échelle. Donc, on voit que la maturité, elle est encore basse. Le buzz est là, la maturité opérationnelle, elle, est encore devant nous. Et c'est pour ça, Anis disait tout à l'heure que c'est vraiment le bon moment pour investir sur ce modèle opérationnel. C'est ce qui change vraiment l'équation et c'est l'horizon sur lequel les organisations aujourd'hui travaillent activement. Un des use cases, c'est avoir des agents en fait spécialisés. Un agent, par exemple, de diagnostic et de troubleshooting. L'agent, il va observer une anomalie, il va corréler les métriques et les logs et il va identifier la cause probable et encore sélectionner le runbook adapté et l'exécuter, tout ça en moins d'1 minute avec un audit trail complet, bien évidemment. On est
plutôt sur la traçabilité ici. Un autre agent spécialisé qu'on peut mettre en place, c'est un agent de config drift, de la détection de drift. Donc, l'agent de détection de dérive en fait de config. En continu, il va comparer l'état observé à l'état attendu. Donc, dès qu'il y a un écart, il va alerter, documenter et peut même déclencher une correction automatique. C'est le technicien, comme je le disais tout à l'heure, le technicien autonome. Donc, en fait, les IOPS n'est pas une technologie monolithique, c'est un continuum, donc de l'automatisation de base jusqu'à l'agent autonome. Et là, la valeur ne commence pas au niveau 4, comme le slide le montre, mais elle commence dès le niveau 1 si on l'exécute bien. Très bien. Ceci dit, donc on a compris en fait quel use case. J'ai donné des exemples en tout cas des use cases. Et on a compris quel use case en fait nous pouvons adresser. Maintenant, on va voir en fait l'impact et le changement en fait pour les organisations IT de nos clients, en particulier pour leurs équipes et la transformation des compétences au sein de ces équipes-là. Et c'est là où qu'on touche en fait à quelque chose de que beaucoup en fait sous-estiment au départ. On parle beaucoup de technologie, les outils, les modèles, les plateformes, certes, mais l'impact le plus profond de l'AIOps aujourd'hui, c'est sur les humains, c'est sur les équipes, sur la façon dont les équipes Ops s'organisent, sur ce qu'elles font, sur ce qu'elles doivent apprendre aussi. Et c'est ce dont on va parler là tout de suite. Donc, avant même de dérouler en fait cette pyramide, un rapide alignement sur ce que représentent ces trois niveaux. Donc, le L1, c'est la première ligne, donc beaucoup de réactivité, beaucoup de tâches volumineuses, donc les équipes qui reçoivent et traitent le flux quotidien. Le L2, c'est l'expertise, donc les ingénieurs qui creusent les incidents complexes. Et le L3, c'est l'architecture et la gouvernance, donc les experts de haut niveau qui font tenir le système dans le temps et dans la durée. Donc, on y reviendra en détail, mais c'est le cadre dont on a besoin pour lire ce qui va suivre en fait sur cette slide. Donc, déjà, ce premier état, c'est le point de départ. Et c'est encore en fait le cas aujourd'hui pour plusieurs organisations. Donc, L1, L2 et L3, tout repose sur les humains. Chaque niveau est sollicité en permanence. Donc, chaque tâche passe par une intervention manuelle. Donc, les équipes sont dans le réactif ici. Le volume absorbe en fait tout le temps disponible et il ne reste plus de marge justement pour anticiper et améliorer. Ensuite, vient la première vague et c'est ce qu'on a appelé le délestage en fait L1. Donc, les tâches répétitives et à fort volume sont progressivement automatisées. Les agents humains se concentrent sur ce qui n'est pas automatisé justement. Les cas non standards, les outliers, les situations nouvelles et progressivement en fait ils montent en compétences vers les niveaux L2 et L3 parce qu'ils ne sont plus noyés en fait dans le flux de base, qui est notre première pyramide. Et maintenant, le troisième état, c'est là où on se dirige, c'est le AI first. Donc, l'automatisation s'étend aux tâches L1 et L2. Donc, les agents humains sont principalement affectés au monitoring et à la supervision. Ils gouvernent le système plutôt qu'ils n'exécutent. Et donc, le coût opérationnel ici, il va diminuer significativement. Et quelque chose d'intéressant se passe ici parce que certaines tâches disparaissent complètement. Pas parce qu'on les a supprimées, mais parce qu'elles ont été anticipées avant même de devenir en fait des incidents. On parle souvent, par contre, c'est intéressant de le dire là, parce qu'on parle souvent de l'IA comme un outil pour le bas de chaîne. Donc, les tâches simples, les tâches volumineuses, répétitives, et ainsi de suite. Donc, ce n'est plus ça aujourd'hui. L'IA peut intervenir sur les tâches les plus complexes, donc en haut de la pyramide. Donc, tous les niveaux aujourd'hui sont concernés et c'est ce qui change vraiment la donne. Donc, en fait, par ce slide, je vais essayer de répondre, en fait, OK, concrètement, qu'est-ce qui reste humain, qu'est-ce qui est augmenté et qu'est-ce qui se transforme à chaque niveau. Donc, sur le L1, donc 60 à 80% en fait, du volume L1 est automatisé, mais le rôle humain ne disparaît pas, il se déplace. Donc, ce qui reste, c'est la capacité à gérer les cas ambigus, les outliers, les situations que l'IA n'a jamais vues, et surtout savoir quand la décision de l'IA est fausse, et ça, c'est très important.
Donc, c'est un travail différent et pas moins de travail, j'ai envie de dire. Le L2, c'est le niveau le plus transformé en fait dans la pratique. L'IA suggère la cause racine, remonte les incidents similaires, propose des actions. Un diagnostic qui prenait peut-être 30 minutes passe à 5 minutes. L'humain valide, enrichit et décide. Donc, ce qui reste irremplaçable ici, c'est l'expertise métier, comprendre le contexte que l'IA n'a pas, n'a souvent pas, et savoir en fait la challenger quand son raisonnement est incomplet. Et sur le L3, donc le L3 se repositionne justement sur la conception de la couche IA elle-même, donc définir ce que les agents peuvent faire seuls, architecturer les garde-fous, bien sûr, évaluer si les modèles dérivent, donc toute une batterie en fait de métriques de performance. C'est plus stratégique ici, mais ça demande de nouvelles compétences pour la plupart des L3 actuels, en fait, que la plupart des L3 actuels en fait n'ont pas aujourd'hui. Et là, quand on réfléchit justement à ce modèle, deux réponses se complètent. La première, c'est de former les ingénieurs existants à l'IA, pas en faire des data scientists ou AI engineers, en fait, mais leur donner les bases pour travailler avec des modèles, lire des résultats, comprendre les limites. Un bon L2 ou L3 qui comprend comment un LLM raisonne sera bien plus efficace qu'un L2 ou L3 qui le subit juste. Donc ça c'est un investissement justement en montée en compétences et c'est réaliste à court terme. La deuxième réponse, c'est d'intégrer une fonction pure IA dans l'équipe IT, donc les IOps Engineers, c'est l'avènement en fait de ce rôle et ce profil ne vient pas des ops et ne vient pas non plus d'un lab de data science. Il est à l'intersection des deux justement. Il comprend la topologie infra et le comportement des modèles. C'est lui qui sait pourquoi un agent a pris une mauvaise décision, qui détecte qu'un modèle dérive avant qu'il génère des faux positifs en masse. Et c'est important d'avoir cette matrice de confusion en fait en tête qui définit les niveaux d'autonomie. Donc, sans cette fonction, les agents IA en fait déployer dérivent et sans que personne ne le voit. Et ça, c'est critique. Donc, les deux approches se complètent. Vous formez vos équipes pour qu'elles sachent collaborer avec l'IA, bien évidemment, et vous intégrez potentiellement une expertise pure IA pour gouverner justement ce système design. L'un sans l'autre, en fait, ça tient vraiment dans la durée. Donc voilà, en fait, de toute façon, la pyramide, elle reste. Donc ce qui change, c'est ce que les humains font à l'intérieur et les compétences dont ils ont besoin pour rester justement dans la boucle de décision. Très bien. Ceci dit, et pour que tout ça en fait fonctionne, depuis l'intervention justement d'Anis et puis aussi les use cases, quelle IA utiliser, etc. Pour que ça fonctionne justement, pour que l'IA puisse être déployée de façon fiable, il faut d'abord poser les bonnes fondations et c'est là où on va parler justement des prérequis indispensables pour ce programme en fait AIOps. Donc nous, on a une conviction en fait forte. Les programmes AIOps qui échouent n'échouent pas à cause de la technologie. En fait, ils échouent parce qu'on a déployé l'IA peut-être trop tôt, avant que les données soient prêtes, avant que l'observabilité soit unifiée, avant qu'on ait défini ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Le premier, excusez-moi. Effectivement, le premier prérequis, c'est la data readiness, donc une CMDB qui soit orientée business, pas juste des assets enrichis avec les services, donc en fait, on n'a pas juste des assets, mais en fait une CMDB qui soit liée avec les services, les SLA, le coût de la panne, les dépendances. Donc une CMDB une CMDB en tout cas basique qui nous dit que le serveur est en panne et la CMDB qui soit AIOps ready, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, elle vous dit que ce serveur en fait supporte le service de paiement, donc 2 millions par heure par exemple, un SLA à 99%. Donc, ces deux informations produisent des alertes, mais radicalement en fait différentes pour un agent IA. Et c'est la raison pour laquelle celui-là est un premier prérequis. C'est la data readiness pour que un modèle AIOps avec de l'IA, avec de l'IA agentique, en fait, soit fiable, solide et fonctionne surtout.
Le deuxième prérequis, c'est une observabilité unifiée. Donc, pour que l'IA puisse diagnostiquer un incident, donc, elle a besoin de 3 types de données à la fois. Donc, les métriques qui lui disent que quelque chose va mal, bien évidemment, les logs et les traces qui lui montrent exactement où ça a bloqué. Donc, aujourd'hui, dans la plupart des organisations, ces 3 sources sont dans des tools, on va dire, séparés, qui ne se parlent pas. On peut parler de OpenTelemetry et c'est le standard qui permet justement de les unifier. Et le périmètre doit couvrir justement tout, donc l'infra, réseau, cloud, sécurité. Ce qui est intéressant de dire ici, en fait, c'est parce que chaque angle mort pour vous est un angle mort pour l'IA. Parce que l'IA, c'est bien, mais quand il y a un problème, elle l'augmente aussi. Le troisième prérequis, c'est mettre par écrit ce que votre infra est censé être. Donc, c'est l'état désiré qui soit formalisé dans un code versionné. Donc, Terraform qui décrit les ressources cloud, Kubernetes qui décrit les applications, Ansible qui décrit la config des serveurs, et tout ça vit dans le guide. Donc, pourquoi? Parce que ce qui est dans la branche main ou principale, c'est la référence officielle. Et c'est ce que votre agent IA va comparer à la réalité. Sans cette référence, l'IA voit un écart, donc un drift, mais elle ne sait pas si c'est normal ou une panne. C'est la raison pour laquelle on doit avoir un état désiré qui soit bien défini. Le quatrième prérequis, donc SLO, SLA et les baselines qui soient bien définis. Donc, on ne peut pas détecter une anomalie sans définir la normalité. Donc, par exemple, un CPU à 85% sur un serveur de dev, c'est normal, mais sur le cluster DB de prod, c'est une alarme critique. Donc, les seuils sont par service et pas génériques. Et ils doivent être liés à ce qu'on appelle le Air Budget du SLO, donc pas juste des métriques en isolation. Et ça, c'est très important aussi de l'avoir comme prérequis pour un modèle opérationnel d'AIOps. Et le dernier prérequis pour nous, c'est le AI Governance. Donc, c'est un ensemble, c'est une batterie de questions qu'on doit se poser. Est-ce que vos décisions d'agent sont-elles toutes tracées? Est-ce qu'on monitore les modèles ML, par exemple, dans nos applications, le drift, la traçabilité, le faux positif, toute la matrice de confusion? Donc, avez-vous aussi défini ce que l'IA peut faire seule versus une validation humaine? Avez-vous adressé les risques, justement tout ce qui relève du prompt injection, la télémétrie poisoning? Donc ça aussi, il faut le prendre en considération à ce stade. Ce ne sont pas des scénarios théoriques, ce sont les post-mortem justement des AIOps qui ont mal tourné. Donc, on a vu des projets AIOps justement échouer, pas à cause de la technologie, là encore une fois, à cause de ce qu'on avait mis dessous. Donc, l'IA amplifie ce qu'elle reçoit. Si on lui donne du bruit, elle va rendre du bruit à grande vitesse, donc à grande échelle. Et il faut vraiment poser les fondations et elle va devenir sans doute l'accélérateur le plus puissant dans les équipes, dans vos équipes IT. On peut ajouter aussi, Oumia, un point que tu as abordé avant, qui est finalement les compétences humaines. Hein. C'est Complètement. toute cette partie accompagnement au changement, formation, revue de l'organisation, c'est aussi un prérequis à adresser, comme tu l'as précisé avant. Tout à fait. On arrive sur la dernière partie de cette présentation, qui sont finalement, on a compris ce qu'on pouvait tirer de l'IA dans un contexte d'AIOps, quel use case ça pouvait adresser, quel type d'IA finalement pouvait être mappé à quel type de use case, les prérequis importants et les sujets d'organisation. Maintenant, il y a plusieurs chemins qui s'offrent à nous. Et si on avance sur le slide suivant, un petit peu comme tout projet ou comme tout sujet, il y a la question finalement de make or buy. C'est est-ce que finalement on fait tout en interne et on reconstruit quelque chose qui nous appartient en tant qu'organisation, ou est-ce qu'on l'achète? Et là, on a décliné ça, on va dire, en 3 volets. Premier volet, c'est j'engage un projet d'IA dans mon organisation IT. Et donc là, si on clique sur le petit icône en bas à gauche, NTT Data peut vous accompagner sur justement l'analyse des use cases qu'on a vus précédemment, lesquels sont pertinents pour vous. Et on a développé une démarche d'accompagnement en mode sprint qui permet en 2 semaines de délivrer finalement un prototype pour valider que le use case est pertinent dans votre contexte, qu'il y a un ROI, mais surtout que ça peut passer à l'échelle. Et ces 2 semaines, comment elles se déclinent? Par une première phase d'assessment rapide,
Donc, c'est quelques workshops avec des membres de vos équipes. Ensuite, en phase 2, la partie architecture. Donc, quelle architecture IA on va mettre en place? Et tout de suite, en même temps, des workshops autour de la data, comme l'a expliqué Ounia, si on passe au point suivant. Et là, on va avoir finalement une vision très claire de ce qui doit être mis en place, très rapide, et on l'implémente en mode hackathon. Donc, on a des développeurs qui aujourd'hui, justement, grâce à l'IA, permettent de développer cette partie très rapidement, en 2 jours, de sortir un prototype, et en 2 semaines, de vous démontrer finalement que tel et tel use case peuvent passer à l'échelle de façon tangible, ce dans votre organisation. Si on revient au plus globalement, avant d'embrayer finalement à refaire la roue et à directement développer en interne, n'oublions pas que finalement, vous avez un écosystème d'outils, probablement chez vous dans vos organisations, comme on l'a vu tout en début de présentation, qui embarque déjà de l'IA. Aujourd'hui, un Splunk, un Datadog, mais un hyperscaler ou un ITSM type ServiceNow embarquent déjà de l'IA dans leur solution. Donc finalement, si vous trouvez un use case qui vous intéresse, pourquoi aller le développer si finalement vous avez déjà une licence qui permet de le déclencher directement dans vos outils? Donc, on peut vous accompagner à vous poser cette question. On a typiquement une équipe conseil spécialisée sur les sujets d'observabilité qui intervient chez des clients qui souvent ont 2, 3, 4, 5 outils, un pour le réseau, pour la partie data center, un pour le cloud, un pour la partie application. On vous aide à consolider tout ça et donc à faire des réductions de coûts, mais aussi à vous dire dans votre approche AIOps, tel outil ou tel outil que vous avez déjà porte cette fonctionnalité, c'est sujet à licence ou pas, etc. Donc, ne nous embarquons pas directement dans des développements quand on a déjà des choses qui existent et que vous avez peut-être déjà payé au travers de vos licences existantes. Et enfin, pour finir, finalement, l'infogérance, c'est le métier de beaucoup d'acteurs. NTT Data, c'est un acteur, donc si vous ne nous connaissez pas, on est un acteur japonais. On fait à peu près 30 milliards, 150 000 personnes dans le monde. Donc, on est le 5e plus gros IT provider au niveau mondial. En France, donc c'est une structure plus à taille humaine, avec un peu plus de 600 personnes, une centaine de clients. Et aujourd'hui, un acteur comme NTT Data a investi depuis plus de 20 ans dans des plateformes qui permettent de délivrer des services managés qui embarquent déjà de l'IA. Si on passe sur le slide suivant, pour finir, et pour dire 2 mots là-dessus, parce que je voudrais laisser quand même la place à des questions s'il y en a. Oui. Donc ça, c'est notre expérience en termes de plateforme. Tout ce qu'on a présenté précédemment, donc la partie déploiement infra as code, la partie CMDB, monitoring, des duplications d'incidents, détection d'anomalies, etc., y compris la partie cybersécurité hardening, est embarquée dans la plateforme. Ça se repose sur du ServiceNow en termes de portail pour vous, que vous pouvez utiliser directement ou intégrer à votre ITSM. Et aujourd'hui, NTT Data a des résultats tangibles en termes de productivité, de réduction de volume d'incidents. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire le choix finalement de consommer via des contrats d'infogérance. On arrive au terme du timing. Je voudrais laisser la place. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Sinon, on va conclure. Si on avance sur le slide suivant. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de ce qu'on vous a présenté? D'abord, c'est le moment aujourd'hui pour investir sur ce sujet. On va avoir un vrai impact aujourd'hui grâce aux capacités qu'apporte l'IA. Donc, les résultats sont tangibles, sont probants. Donc, aujourd'hui, c'est le bon moment. Si vous êtes sur ce webinaire, c'est que vous le savez, pour investir sur ce sujet. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, posons-nous quand même la question, ce que je souhaite faire, est-ce que ça a vraiment besoin d'IA? Tout le monde part très vite en se disant, je vais faire quelque chose, mais finalement, ne sortons pas un bazooka pour quelque chose qui n'en a pas besoin. Et on peut vous aider à vous poser les bonnes questions pour savoir si finalement, comme l'a expliqué Oumia, est-ce qu'on parle d'un sujet basique d'automatisation? Est-ce qu'on parle de quelque chose qui a besoin d'agentique? Troisième point, n'oublions pas l'aspect humain. Sensibiliser vos équipes, formez-les au sujet d'IA, mais amenez des puristes, des practitioners IA qui vont construire toute cette gouvernance autour de l'IA, qui vont construire le socle et qui vont permettre finalement de faire les choses en bonne et due forme d'un point de vue pur IA à côté de vos équipes IT. Make or buy, on l'a apporté, on l'a abordé ce point. Donc, dois-je faire en interne? Dois-je investir dans des développements que je veux maîtriser?
ou finalement je vais utiliser des solutions du marché, voire un partenaire, finalement pour obtenir ce résultat. Et enfin, le dernier point, comme dans tout projet IA, donc là ça ne concerne pas les AIOps, mais tout projet IA finalement a besoin de données pour alimenter et des données fiables. Donc adresser ce chantier, data, avant d'enclencher, ces projets d'IA. J'espère que ça a pu vous éclairer, sur, ce que ça pouvait apporter, sur les points d'attention, que ce soit technique ou organisationnel, sur des démarches, pragmatiques sur comment, finalement, engager sur ce sujet, et on se tient à votre disposition. Alors je sais qu'on a débordé un petit peu, mais j'espère qu'on a le temps pour 1 ou 2 questions. Alors les entreprises sur l'utilisation de l'IA à ce jour. Merci pour votre, question Clément. Donc comme j'ai expliqué tout au début, l'automatisation existe depuis très longtemps, mais sur des choses très basiques. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on constate sur le marché, donc l'intégration, d'agentique pour clairement être de façon très autonome sur de la clôture complète d'incidents. Non, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit très peu chez des clients finaux. Maintenant, j'ai pas la prétention d'avoir la vue, complète du marché, mais c'est quelque chose qui est clairement en train de démarrer et d'accélérer, maintenant. Je vois une autre question qui arrive. J'espère qu'on a le temps pour une dernière question. C'est moi qui vous remercie pour votre présence. Oui. Heu, ce webinaire, sera disponible en replay. Donc pour vos collègues, pour vos équipes qui souhaiteraient le voir, on vous invite à leur, partager. On vous a mis nos contacts ici, donc n'hésitez pas à nous contacter en message privé si vous souhaitez creuser, un petit peu plus un sujet. Je vous souhaite une agréable journée et un bon courage pour cette journée, autour de l'IA. Oui, merci. Merci Anis et Oumia et en effet, vous recevrez, le replay et la présentation. Merci encore pour cette présentation. Merci à tous pour votre participation. On vous souhaite une très bonne journée et à bientôt dans un prochain, webinaire. Merci, au revoir. Merci, au revoir.